écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, c'est la deuxième partie de ce podcast avec toujours Abdallah Fili. Salut Abdallah. Bonjour Sereda. On est toujours sur Igiliz, on est à Igiliz, dans la première partie de ce podcast qui est sorti la semaine dernière et que je vous invite à écouter avant celui-là. On a expliqué, Abdallah Fili nous a expliqué comment lui et son acolyte avaient découvert le site d'Igiliz, le véritable berceau du mouvement Al-Mouhad, à Ventimille, qui avait été, je vous fais un petit résumé de l'épisode précédent, presque protégé par la population, de l'appétit des chasseurs de trésors, et aussi des scientifiques comme Abdullah, qui a dû parlementer pour trouver ce site qui n'était pas bien repéré, et qui a été finalement repéré grâce à une carte en vérité, grâce à une carte, et à la mémoire des noms, à la mémoire collective. Donc la fin de cet épisode 1 était un petit peu décevante, parce que autant le site est mythologique, mythique, autant ce que tu as trouvé là-bas dans un premier temps t'a déçu. Wow. Dans la deuxième partie de ce podcast, j'aimerais bien qu'on rentre aujourd'hui dans la cité d'Ibn Soumert, le Ma'soum, le parfait. Comment on dit le Ma'soum, le parfait. L'impeccable. L'impeccable, voilà, l'impeccable. Le gourou du mouvement Al-Mouhad, et ce qui est sa première citadelle, d'où est parti ce mouvement qui a renversé les Almoravides. À toi la parole, merci. Donc après les déceptions de l'Ajma'a, bien évidemment, qui nous ont coûté un peu au niveau moral et dignité du professeur d'université. Mais tu sais, excuse-moi, tu sais le premier épisode, la dignité du professeur universitaire qui arrive, c'est ça. On est dans un bouquin de Driss Shraibi, vraiment, c'est avec les inspecteurs Ali, c'est exactement ça. Exactement, voilà. Exactement. Et nous, on connaît la valeur du prof, de l'muallim, de l'fqih ديال الجام. Et pourtant, voilà, on a tout perdu. Mais en réalité, notre persévérance a fait que, voilà, on savait ce qu'on cherchait, on savait que c'était le bon site. En tout cas, tout allait dans le bon sens pour, justement, implanter Igiliz des Harra, Igiliz Wargan, des textes. Diel Wargan. Voilà, Wargan, il s'est rapporté ainsi à Morakoshi, même si lui aussi il est tombé il l'a appelé Igli Wargan. Et donc ça a aussi induit en erreur peut-être notre... c'est un copiste l'Insalzen, je sais rien. Certainement. Entre le nom... J'imagine, 2000 personnes. Oui, c'est comme Ibn Khaldoun, en fait. Igilin, en fait, au lieu qu'un Zen, Ma'noun, etc. Donc voilà. Mais voilà, le destin a fait que tout a convergé pour justement découvrir ce site à ce moment-là. Alors présente-nous le site maintenant. Et donc on est à l'intérieur du site. À partir du moment où on a passé l'étape de la déception, on va dire personnelle, je parle de moi-même, Jean-Pierre Van Stevel était très heureux justement de la découverte, de la localisation, etc. Donc on s'est mis à faire notre travail d'archéologue, c'est-à-dire regarder le détail des constructions, etc., explorer le site, en quelque sorte. On l'a exploré pendant une semaine. On est arrivé à un point où on a eu un semblant de plan du site. Et ça nous a rassurés parce qu'on a enfin devant nous un plan qu'on peut étudier, qu'on peut présenter au grand public. Donc, il a fallu, 2005, répondre donc à l'article du chercheur américain. Alors oui, dans la même revue. Juste pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent, par hasard, à la période où vous découvrez le site, un article sort qui situe ce fameux Igiliz, pas là où il est, mais à Iglin, c'est ça ? À Igli. Igli, pardon. Dans la plaine de Sousse. À Igli, donc il faut répondre à cet article, mais pour répondre à cet article en disant, c'est pas là, tu es à côté de la plaque, c'est à Igiliz, il faut avoir une preuve. Enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même des journaux sérieux. C'est ça. C'est pas des agiles. Non. C'est pas un site. Eh ben, c'est une revue indexée au niveau mondial. Alors, mais comment tu as prouvé ça, quoi ? Eh ben voilà, c'est exactement notre premier exercice a eu lieu en 2005. Parce que l'article paraîtra en 2006. Juste à la fin de notre campagne d'été, en fait de 2005, on participe à un colloque à Rabat en hommage à l'une des plus grandes archéologues médiévistes du Maroc, Madame Jeudia Hassar Ben Slimane.
Donc pour lui rendre hommage, on s'est dit, il n'y a pas mieux que de lui dire, Madame Ben Slimane qui a tellement travaillé sur Tilmel, etc., en lui disant, ben voilà, Madame, c'est une autre génération. Maintenant, le berceau des Almohades, ce n'est plus Tilmel, mais c'est Igiliz. Je sens je sens que ça va coincer. Et donc, en fait, on l'a appelé, l'article, je me rappelle très bien, on l'a appelé Avant Tilmel. Avant Tilmel, le berceau de nanana. Tu es fort en titre, hein. Oh, ça, et la connexion presque intellectuelle entre Jean-Pierre Vincevel parfois nous permet, en quelque sorte, quand tu as une équipe assez connectée, on va dire, d'une façon continue, facilite les choses. On s'entend bien sur le terrain, on a c'est pour ça que les choses fonctionnent assez rapidement en fait. Et donc en fait, on a présenté le résultat de notre découverte à un colloque international en hommage à cet archéologue, que Dieu et son âme, qui est vraiment, voilà, qui est notre directrice à l'Institut d'archéologie, etc. Contente. Il était ravi. Ah, d'accord. Même si, bien évidemment, il a des doutes par rapport... Non, même pas. Que des doutes. C'est quoi la preuve? Comment tu peux dire exactement. C'est là? Est-ce que tu as trouvé quoi? La majorité des présents, la majorité des présents, et c'est que des sommités de l'archéologie médiévale de l'Occident musulman, la majorité, ils nous ont regardés avec de ronds yeux en disant, non, ça n'a rien à voir avec les Almohades. Et l'un de nos professeurs aussi me dit, c'est ça la mosquée d'Igiliz? Non, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la mosquée de Tilmel, ni avec la mosquée de Koutoubia. Donc, vous n'allez pas nous convaincre de la véracité de cette localisation. Là, si tu es ridicule, ta carrière est foutue. Tu es obligé d'aller t'exiler Complètement. Je sais pas. Alors, donc, on a fait une démarche pédagogique extrêmement fine, parce que tu joues dans le terrain des grands. On est jeune, on est très jeune. Et tu vois des commentaires très acerbes nous concernant, en disant, tu vois, la jeunesse, on est mal barré avec cette jeunesse. C'est vraiment, ils sont trop jeunes pour découvrir un site aussi important. Des choses assez douloureuses. Mais bon, on était complètement détachés, on n'était pas dans l'égoïsme, on n'était pas dans le narcissisme, comme on peut l'imaginer. On était dans une démarche scientifique extrêmement attentive aux détails. Et donc, on a effectivement tous les textes qui convergent vers notre interprétation. Et le mieux encore, c'est que tu vas me dire, mais en fait, Lejma'a, de quel village tu parles? Et je vais te dire, c'est le village de Tifigit. D'accord? Sauf que ce village de Tifigit, tu me dis que ça a été localisé dans un texte, que ça a été rapporté par, je ne sais pas, un texte, je te dis, a priori, absolument pas du tout, sauf que on l'a trouvé dans un texte tardif. Un texte du XVIIIe siècle qui a été écrit par Tassafti, de la région de Tilmel. Tu connais la Zawiya de Tassaft, c'est de l'autre côté de l'Oued Nefis qui longe en fait Tilmel. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Il a fait un livre, le chef de cette Zawiya, le fils du chef de la Zawiya, il l'a appelé Rihlatul Wafid. Rihlatul Wafid, un texte extraordinaire du Haut Atlas. Il nous dit, je te le lis pour que tu puisses... Il dit, j'ai rencontré et interroger certains parmi ses compatriotes appartenant au Harra du Souss au sujet du nom de son lieu de naissance. Il parle du Mahdi ibn Tomart, ses compatriotes, c'est-à-dire les compatriotes du Mahdi ibn Tomart. Lieu de naissance qui se trouve là-bas, chez eux, et de sa localisation. Donc, 2 points, ils répondent, ses compatriotes, ils tirent son origine, m'ont-ils répondu, de chez nous et du village de Tifigit. Un argument fort, imparable. Oui, mais qui reste... Vas-y. On y trouve une forteresse au plus haut d'une montagne qu'on appelle Igiliz. Ça, c'est 18e siècle. Mais si tu avais lu ça avant, c'est Google. Tu cherches Tifili, Igiliz et tu vas direct. Et malheureusement, c'était pas possible à l'époque. Et dans les maisons et les ruines de la Qasba sont connus des gens. Le tout est entouré sur les flancs de la montagne d'un mur d'enceinte en pierre. Donc ça, pour nous, un texte tardif, donc un site déserté, qui est Igiliz, situé à côté de Douar Tifigit, et dont les compatriotes, les gens qui viennent apprendre le Coran et le savoir religieux, dans la Zawiya de Tasseft, à côté de Tilmel. Et donc le mec, il parle de Tilmel, etc. C'est l'une des plus anciennes descriptions de Tilmel. Et donc, ils lui disent qu'il est de chez nous, il est de Tifigit, etc., etc. Donc ça, c'est extraordinaire pour nous.
Ça, c'est l'argument Texte. des textes. Voilà. D'accord? Mais est-ce que là-bas, vous avez trouvé quelque chose de physique? Voilà. C'est ce que je cherche, moi. Voilà. On a découvert, comme je t'ai dit, La barbe de M. des, des céramiques, Ah. essentiellement des céramiques, et qui sont justement un argument, Parce que tu dates les céramiques, toi. bien sûr. Quelle précision tu connais les céramiques? Alors, on peut traiter ça au niveau du siècle, et parfois au niveau d'un quart de siècle ou d'un demi-siècle. Ça dépend vraiment de la typologie. Et qu'est-ce que tu trouves là-bas? Et ben, on trouve toute une série de céramiques qui, notamment, on a trouvé 2 ou 3 lampes à l'époque, on a trouvé des céramiques en glacuré, etc., qui, sans exception, à l'exception de la partie où il y avait le ma'rouf, où il y avait le repas, et que par hasard, tu imagines, parfois, c'est complètement, c'est des instincts de terrain, de connaissance de terrain. On a décidé avec Jean-Pierre Van Stevel d'isoler cette partie du Ma'rouf. On l'a d'ailleurs appelé, dès le départ, dès le lendemain, en fait, de notre arrivée sur le site, on l'a appelé la zone Ma'rouf. On sait que c'est contaminé, donc c'est pas la peine de compter sur ce qu'on va découvrir là-bas. Et donc, en plus de ça, toute l'argumentation qui atteste, qui va vers le fait que la mosquée d'Église, dont on va parler tout à l'heure, qui présente un plan barlon avec en pierre, sans minaret, sans cour, c'est quelque chose que l'empire almohade, c'est-à-dire l'empire de Abd al-Moumen et sa descendance, ont installé dans la tête des gens, des spécialistes des almohades. Si on n'a pas ça, le type de mosquée Tilmel, Koutoubia, Khiralda, Hassan, Qasbah de Marrakech, il ne s'agit pas d'une mosquée almohade. Or, c'est complètement faux, alors que là, on est dans les origines. Oui, on est dans le brouillon, quoi. Parce que la mosquée de Tilmel, c'est la matrice, quoi. C'est ça. C'est la matrice qu'on retrouve. C'est véritablement un instrument idéologique, symbolique, porté par l'Empire. Donc, les origines, bien évidemment, ils n'ont pas encore ce projet idéologique, ce projet, on va dire, architectural, cette ambition de créer une culture matérielle spécifique, etc. Ils sont encore dans la révolution. Et la période église, on n'en a pas encore parlé. Il a duré combien pour Ibn Tomart? Il a duré que 3 ans. Mais c'est une période décisive parce que c'est, 1, l'origine d'Ibn Tomart, 2, c'est parce que aussi c'est là où il a gagné les premières batailles contre les Almoravides. D'accord? Donc, au début, c'était difficile de convaincre, mais le discours, en fait, scientifique que nous proposons à la communauté scientifique et que nous mettons à sa disposition, il était cohérent, il tenait la route. Maintenant, il faut le prouver par l'archéologie. D'accord? On connaît l'histoire, on connaît les textes, on connaît justement avec les défauts de ces textes. J'ai parlé de la toponymie, notamment du nom porté par le site, par les différents textes, etc. Ça, c'est un travail de philologie que nous avons fait et que nous avons interprété. Donc ça, c'est très bien. C'est fait. Maintenant, et le texte, le dernier texte du XVIIIe siècle, c'est une découverte majeure parce que ça nous a permis, parce que ce qu'il cherchait Zarhouni par cette question, c'est effectivement de trouver les origines des Almohades. Mahdi ibn Tomart, il vient d'où? Eh bien, il vient de tel endroit, voilà où il se situe, etc. Bien sûr. Et c'est quelque chose d'important. Ils étaient combien dans ce fort, là, cette citadelle? On parle de centaines de personnes, de dizaines, Alors, il y a... c'est des familles, c'est des hommes, c'est oui, quoi? Voilà. Il y a des milliers de personnes. Ah bon? Oui. Donc c'est un grand site, quoi. C'est un grand site de 2,5 hectares à peu près. D'accord? Mais qui longe en fait l'ensemble de... C'est des familles ou là c'est des hommes? Non, c'est des familles. C'est des familles. Là, il n'y a plus de doute sur ça. Donc, c'est des familles, on a trouvé du mobilier, etc., qui atteste une occupation, certes brève, mais très intéressante parce que ça nous a permis, la fouille nous a permis de découvrir qu'en fait, avant la révolution almohade, le site existait en fait déjà. D'accord, ils sont installés à un endroit qui existait. Ouais. Voilà, et qui avait une valeur symbolique. C'est ce qu'on appelle Ribat Harra. Ribat Harra, c'est-à-dire le monastère. C'est une institution religieuse qui dispensait justement le savoir religieux dans cette partie du sud marocain. Et ça, c'est important. Et que finalement, le site lui-même préexistait à Ibn Tomart parce qu'on a trouvé de l'habitat sur ce site qui remonte avant l'installation d'Ibn Tomart. Ibn Tomart, il s'y est installé en 515 de l'Hégire, en 120 de Jésus-Christ. Ça veut dire en fait qu'il s'est réfugié
Après son passage à Marrakech et tous les problèmes qu'il a eu avec le pouvoir almohade, la rencontre de Ali ibn Youssef, le conflit qu'il a eu avec les ulama, son Il installation s'est fait virer à de Ahmad. Marrakech parce qu'il faisait des désordres, quoi. Voilà. Comme on virait aujourd'hui un prédicateur, quoi. Exactement. Et donc, Moi, je suis toujours choqué quand j'entends parler d'un opposant politique. C'est un opposant politique. Tu as un pouvoir almoravide qui est installé à Marrakech et tu as un type qui s'appelle Ben Soumert qui est dans le Znaqi ou le Jamel Fna, je sais pas où il va. il fait sa prédication. En train d'expliquer que c'est en gros, c'est ça, voilà. Ouais. Et un pouvoir comme ça, Même il fait tomber la sœur de l'émir parce qu'il était dévoilé. voilà, Il l'a attaqué, oui. Exactement. Donc il est actif, quoi. Ouais, Voilà. Il est actif dans son activisme politique. c'est ça. Voilà. Et le pouvoir almoravide, aujourd'hui, un opposant, il va en prison, quoi. Mais c'est C'est ça. C'est ça. une erreur. Ouais, Enfin, c'est- dans une optique almoravide, c'est une erreur. Bien sûr, Parce qu'il va revenir avec... Et d'ailleurs, le conseiller de Ali ibn Youssef lui a dit, tu as commis une erreur parce que tu l'as laissé partir. Voilà, exactement. Donc il est parti à Armat, et puis après, quand il a senti justement qu'il va se faire attraper, il est parti vers son village. Dans la tête des gens, il est parti à Tinmel. Ben non, c'est pas à Tinmel, il est parti chez lui, chez sa tribu. Et d'ailleurs, Ibn Khaldoun aussi, il est clair dans son texte. Alors, revenons à cette histoire de prédication, etc. On a quelqu'un qui va s'installer à Église en quelle année? Alors, 515 là, de l'Hégire, ouais. 1120. 1120. Ouais. Tinmel, c'est quand? Tinmel, il va arriver à Tinmel en 1124-1125. Et c'est là où on va voir la mosquée officielle. Pas encore. Mazal. Non. Tinmel, c'est le madrasa. Tinmel, C'est ça. c'est l'école de... C'est l'école. Voilà. Exactement. Moi, je vois un peu Tinmel comme un temple Shaolin, hein, tu vois. Eh ben, avec l'entraînement physique pour le combat, de l'idéologique, et c'est eux qui vont descendre prendre Marrakech, avec Abd Moumen. C'est exactement pareil pour Église. Église, c'était effectivement les premières attaques almoravides. Ils sont allés le chercher là-bas. Sauf que au début, lui ont envoyé la garnison installée à Taroudant, donc la garnison, on va dire, régionale, parce que Taroudant, c'était là. Ils ont perdu en 1121, d'accord? Ils ont perdu au pied du site. Donc si tu cherches bien, tu vas trouver des flèches, tu vas trouver bien sûr, on a trouvé. Épées. Ah oui, des armes. Bien sûr, on a trouvé. On a trouvé des flèches, on a trouvé des gardes de Sif, on a trouvé la côte d'Omaï, on a trouvé... La côte d'Omaï, c'est... Ouais, d'accord. Des javelines... Des casques? Non, pas de casques, non, pas encore. Et je sais même pas si... Et oui, ils en ont certainement, mais en tout cas, n'oublie pas, Sereda, que nous sommes au tout début de la Révolution. La Révolution. Donc la première des choses déjà, c'est quoi? C'est de défendre le site. C'est un site effectivement qui est certes inexpugnable naturellement, mais qui pose un certain nombre de problèmes. Il a un seul accès, c'est par l'est. Et donc, il faut... Ou plutôt, là où ils nous ont fait passer les villageois. Parce que sinon, je te promets qu'on ne trouverait pas le passage. Donc, elle dit que la garnison de Tseloudent, c'est facile à défendre en fait. C'est facile, c'est vrai, à défendre. D'un autre côté, dès le départ, en 515, ils ont commencé à défendre le site. C'est-à-dire à construire des barrières, en fait, en pierre. D'accord. Et ce qui est absolument incroyable, c'est des barrières faites par des paysans, par n'importe qui, d'accord? Là, rapidement, et ça se voit, rapidement, construit quelque chose qui peut barrer la route aux Almoravides. On est face à un danger. Donc, Serbie, on mobilise tout le monde. On profite de la topographie du site pour construire les fortifications. Et quand tu vois les fortifications d'Égilis, certes imposantes ou d'Ekchi, c'était vraiment rudimentaire. Mais ils participent à la défense du site. C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est wallo, c'est rudimentaire, d'accord? Parce que c'est pas fait par des spécialistes, c'est pas fait par des maçons ou là par des gens vraiment spécialisés. C'est qui à ce moment-là les gens qui sont proches de Ben Soumert? C'est des étudiants, c'est plus ou moins des... Enfin, comment je vais appeler ça? Des étudiants, quoi. C'est comme jeunes. Ça, c'est Tlba. Ouais, Tlba. Voilà. C'est Tlba, là où il passe... Un peu gonflé à bloc, tu vois. C'est ça. Voilà. Quand tu vois le type de Abd Moumen, par exemple, jeune... Abd Moumen Rassaf, يتلقى في بجاية وهما هابطين. Et Ben Soumert, par contre, ils mettent Tinmel. D'accord. C'est là où on a gardé sa mort secrète, etc. Oui, exactement. Il a été enterré à Tinmel. Peut-être que le fameux architecte oui. qui a fabriqué la mosquée de Tinmel plus tard et qui va être dupliqué, peut-être qu'il était juste
pas encore là à Igiliz, qui explique les deux styles différents. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Parce Ça, que c'est sûr. il y a quelqu'un qui a fait un plan, c'est pas Ça- des gens... Ça, c'est sûr et certain. Quand on voit Tinmel, ça n'a rien à voir avec Igiliz. Igiliz, d'ailleurs, quand c'est marrant, entre l'archéologue du terrain et quelqu'un qui lit l'archéologie ou qui utilise l'archéologie comme ça, les historiens qui utilisent l'archéologie, quand ils ont vu la mosquée d'Igiliz, ils nous ont dit non, محالش واش هذه la mosquée هذه غير يمكن سميتو سي une écurie ولا شي حاجه بحال هكذا. الله يهديك الشريف. فهمتي؟ Mais il est à l'image de la société tribale de l'époque. C'est un peu... C'est rudimentaire, ouais. c'est un plan barlon qui était donc... Qu'est-ce que ça veut dire, barlon? C'est-à-dire en fait, il est plus large qu'au longue, qu'au profonde. Ah, Tu vois? sauf, ça, ce que tu veux dire. Sauf, Ah, oui, c'est ça. sauf. C'est pas... d'accord, j'ai compris. Il fait 30 mètres sur 5 mètres. D'accord. Donc, effectivement, c'est énorme par rapport même aux mosquées tribales aujourd'hui dans cette région. Walakin, c'est quelque chose qui s'est adapté, on va dire, à l'architecture locale, qui tire d'ailleurs son orientation de la Qibla, contrairement à toutes les Qibla al-Muhad, n'a rien à voir. Elle est orientée comme les mosquées almoravides, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque. Et les Almohades, quand ils ont décidé de réorienter leur Qibla à l'image de Tilmel, de Koutoubia, C'est un geste politique, ça. C'était c'est pour se un geste distinguer politique. des autres. Voilà. Voilà, puisque vous nous dites que les Almoravides sont des kofars, sont des mujassimoun, sont des... et donc forcément, il faut partir Par déjà contre, du à côté Igiliz, religieux. ils prennent la même La même que les Almoravides, 125 degrés au nord. Est-ce que vous avez trouvé un hammam? Alors, le hammam, c'est plutôt des salles de bain. Des salles de bain. Des salles de bain, c'est-à-dire en fait des toilettes. Des toilettes. Des toilettes, oui, effectivement, avec l'ensemble de l'appareil qu'on peut trouver dedans. Qu'est-ce que tu appelles des toilettes? Les toilettes, C'est un trou. voilà, c'est un trou, mais un trou bien organisé. C'est-à-dire avec une fosse septique, avec des pierres pour vraiment s'asseoir, pour faire ses besoins, etc., etc. C'est un coin qui est fermé, qui est protégé contre les regards. C'est pas j'ai besoin, va derrière le mur. Donc on se promène dans cette église médiévale. Vous avez trouvé la qasba qui était mentionnée dans les textes ou pas? Alors ça, c'est extrêmement important. C'est ça le cœur en fait du site d'Ibn Tomart. C'est ça qui a fait la différence entre la période pré-Ibn Tomart, c'est-à-dire avant la révolution almohade, et pendant la révolution almohade. Ah, c'est-à-dire que le fait qu'ils s'installent là-bas, ils ont rajouté une fortification. Un monument extraordinaire, étudié d'une façon incroyable, implanté d'une façon vraiment au sommet du site. Il domine donc la Qasba d'Igiliz faite par Ibn Tomart et occupe la partie la plus haute, vraiment l'acropole d'Igiliz. Il est organisé autour d'une cour, de deux cours en vérité. La première cour, c'est la zone de commandement, ce qu'on a appelé la zone de commandement, avec véritablement un accès super régulé pour ceux qui veulent rentrer à l'intérieur, avec une cour centrale entourée d'une salle de bain, justement, des maisons, des chambres, en fait, des chambres réservées à l'accueil et à la réception, et d'une cuisine, une cuisine avec énormément de matériel de luxueux, matériel céramique notamment, avec des importations en matériel importé de très loin, très probablement d'Al-Andalus, avec notamment ce qui fait l'emblème de notre mission, c'est un plat avec un pont, un oiseau. Non. Ouais. Il était déjà là. Ouais, il était déjà là. Bien sûr. Et ah oui. Alors ça, il faut qu'on le mette celui-là. Et donc ça, c'est un plat que vous avez trouvé à Igiliz. À Igiliz, dans la Qasba d'Igiliz. شنو مكتوب فيه؟ اليومن. اليومن. شنو اليومن؟ اليومن, c'est la félicité. اليومن. اليومن. Ah d'accord. Et donc en fait, avec d'autres céramiques, donc en fait, Ben Soumart était bien installé. Il est très bien installé. Il n'est pas dans un truc monacal. Voilà. Et l'avantage en fait de ça, c'est que ça nous a permis de découvrir un matériel on n'est plus au début de la mission archéologique. On est là avec une assurance extraordinaire par rapport à la datation et par rapport à l'identification du site. Donc vous voyez parfois entre avoir des documents certains de datation, il faut attendre un peu la fouille archéologique. Et ce qui est incroyable, c'est que chacune des pièces, ici, vous pouvez voir qu'il y a énormément de matériel céramique. Et ça, c'est une énorme surprise pour nous,
parce que pour un site de montagne, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de trouver l'encens in situ dans les pièces Alors, vous trouvez d'habitat. la céramique qui est à la fois la vaisselle de l'époque, les récipients de l'époque. C'est ça. Donc, il y a énormément Vous trouvez ce plat de luxe, quoi, peut-être Oui. voilà. Oui. Vous trouvez des pièces. Oui. Alors, c'est des pièces almoravides, forcément. Ah, Parce qu'il y a pas bravo. d'almohade. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Et ça, c'est vraiment ce qui donne l'identité même et la chronologie du site. C'est-à-dire, on n'est pas encore dans la période califale, on est dans la période de la révolution almohade. Et c'est ça qui fait la force du site. C'est-à-dire, en fait, comment on voit pas à pas, on voit la naissance d'un empire à partir d'un site rural, un site tribal, un site complètement marginal. Et c'est ça la force du programme Église, et c'est qu'on suit justement l'émergence de l'État dans un milieu tribal, et ça c'est extraordinaire. Donc là, ils utilisent la monnaie de leurs adversaires. Exactement. Voilà. Je trouve une C'est petite certainement statue des de... Pas de Chijmel, c'est un... C'est ça. C'est un objet décoratif. Oui, ça. c'est un objet décoratif. Oui. Voilà. Donc Ouais. ils étaient installés là. Voilà. Et donc Voilà. ça remet en question même Côté imposteur du bonhomme. Voilà, exactement. Exactement. Ah ouais, non, il était bien installé. Ouais. Il était bien installé. Et donc jamais, on a parlé de jamais, on a parlé Il y a l'habitat. de l'habitat. Alors oui, Qu'est-ce l'habitat. qui nous manque à ton avis? Qu'est-ce qu'on a mentionné au tout début? Au tout début, et qu'on a dit, ça serait bien de découvrir La grotte. la grotte. Voilà. Et donc le travail sur la grotte. Et donc on a commencé La justement. grotte de la révélation al-Muhad. Voilà. Je cherche la photo de l'Ghar al-Muqaddas, mais Ok, si, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu vois? La L'Ghar grotte. al-Muqaddas. D'accord. Exactement. Et celui-là était bouché ou comment vous Qui a l'avez été complètement bouché. Tu as vu la première photo de la première année et la dernière photo. Ouais. Mais en fait, C'est une petite grotte, hein. C'est pas. c'est des grottes d'ermites, le khalawat, khloua. D'ailleurs, les textes parlent de Khalwa d'Ibn Tomart, etc., où il reçoit ses affédés pour leur donner la baraka, etc. Et ça, on le sait par les textes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de trouver justement un complexe érémitique, justement, d'église. Un complexe, c'est-à-dire il est composé de 5 khalwat. 5 khalawat dans un seul endroit, avec d'autres grottes par ailleurs, au moins 12 autres, avec tout le matériel archéologique de l'époque almohade, tout le matériel archéologique, des ossements, des céramiques, en place, in situ, et que ce complexe hermétique a été complètement bouché, délibérément bouché, pour qu'il ne soit pas payé par certainement les Almohades. Il n'y a pas un seul tesson moderne dans ces complexes. Donc c'est une volonté. Quand vous êtes rentré dans la grotte, vous étiez les premiers depuis les Almohades. On en est pratiquement Il convaincu. n'y a pas de pollution moderne. Quoi. Exactement. D'accord. Donc on met ce doigt. L'espace a été utilisé postérieurement, ça c'est sûr, parce qu'on a une tombe par exemple du début du XVe siècle. Donc ça veut dire le site a gardé sa sacralité. Ça a été, on va dire, considéré comme un lieu de pèlerinage de tout temps. Jusqu'à Il y a la tombe du XVe siècle. Et donc après, mais pas à l'intérieur. Il est au-devant de la grotte. Mais la grotte, elle est bouchée. Le complexe érémitique, il est bouché. D'accord. La grotte, ça se voyait, parce que c'est une grotte énorme, comme tu peux le voir. Donc la grotte principale, il n'est pas bouché. Il a reçu, il a été creusé, recreusé, etc. Et un texte d'El Bayan d'Ibn Addari au XIIIe siècle ne parle de la venue des habitants pour récupérer de la terre à des fins thérapeutiques. Donc Il y a aussi un texte de Kitab al-Ansab qui raconte alors Ibn Soumalt pénétra dans la grotte pour faire une retraite à Église. Les gens de cette tribu se rendaient de bon matin à la grotte. Ils saluaient l'imam et leur disaient en leur demandant de leurs nouvelles, de quoi avez-vous besoin? Il lui répondait, nous sommes venus pour obtenir ta baraka et pour que tu invoques Allah en notre faveur. Il passa alors la main sur leur tête et invoqua Dieu en leur faveur. C'est un cérémonial d'aujourd'hui, c'est Reda. Tu vois là, Asmito, ou Taïdouz Alik Asmito, Ala Rasso, etc. Donc tu vois Asmito. Et là, on se promène toujours à l'église, on a la mosquée, on a le Qsba, on a la grotte, on a je suis désolé, Hachakoum, des toilettes. Eh oui, exactement. Il faut qu'on parle des toilettes. Exactement. Alors explique-moi pourquoi je m'attendais vraiment à ce que les toilettes soient la nature,
Mais Exact. tu me dis que non. Eh ben Explique-moi non. un petit peu ça. Eh ben, c'est exceptionnel. C'est une spécificité d'un site rural comme Église, un site qui n'est pas si rural que ça, qui a une culture matérielle, on l'a vu, extrêmement spécifique, digne d'une ville. Hein. Il y a des objets, par exemple le lustre métallique, le verre brun, etc., des céramiques, des monnaies en quantité, du matériel militaire en quantité, qui attestent la valeur, on va dire, importante de ce site. Le matériel militaire, c'est des flèches, C'est des flèches, des des lames. javelines, des les boucliers. gardes d'épée, etc., etc. Donc c'est véritablement... Là, on n'a pas de doute sur des le caractère boucliers? militaire. Est-ce qu'il y a des boucliers? Alors, on a des restes de boucliers. Ah, donc, l'amtiyin, comme c'est les Almoravides, on en a au moins 2. Mais voilà, on ne trouvera pas les pots, etc., qui faisaient la asméto, mais on a justement des parties de l'armature, en fait, du bouclier. D'accord. Mais effectivement, la partie importante de notre programme porte sur l'analyse archéobotanique, archéozoologique des restes. Et pour ce faire, eh bien, la découverte des toilettes et surtout des fosses septiques fait que, voilà, on va découvrir leur alimentation. voilà, sur l'alimentation, sur les consommations, etc., etc. Alors, comment manger ces gens-là? Voilà. Le Donc- brave Al-Mohad de Yamilan. C'était quoi son... Alors, la première des choses, c'est, on va dire, le régime végétal. On va revenir à l'archéozoologie après. Là maintenant, l'archéobotanique. Il y a déjà une découverte majeure, c'est l'arganier. L'huile d'argan fait partie du régime alimentaire. Il constitue pratiquement 80% des restes végétaux découverts sur le site, que ce soit le bois lui-même, utilisé dans la construction, comme combustible, etc. Mais aussi dans les fruits de l'arganier qu'on a découverts dans pratiquement tous les niveaux archéologiques du site. Et donc D'accord. on a là la première attestation archéologique de l'huile d'argan à l'époque médiévale, D'accord. archéologique. L'arganier existe depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire. Et on a des découvertes, que ce soit dans la région des Sawira, que ce soit dans la région d'Agadir, etc. Donc ça, on n'en doute pas. Voilà, pour la période médiévale, il faut savoir que le plus ancien texte qui rapporte l'huile d'argan, c'est le texte d'Al-Bekri au XIe siècle. D'accord, l'Andalou. L'Indalou. Et donc, là, pour nous, on a l'attestation de toute la chaîne opératoire, en fait, de la consommation de l'arganier. C'est-à-dire le concassage, le moulage, etc., qui permettent justement à la population de tirer profit d'une ressource extraordinairement importante dans leur régime alimentaire. D'accord, Ergen, quoi d'autre? On a également toute la panoplie des légumineuses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme légumineuses, par exemple, slawiya, Gras. le gras. Le gras, on a les fèves, on a... Loubia. Hein? Loubia. لا مازال ما لقيناش L'Adès. العدس effectivement. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de pommes de terre qui vient. Non, il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas de maïs, Il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de tomates. il n'y a pas de tomates. D'accord. Voilà, ça c'est beaucoup plus tardif, c'est l'époque moderne. D'accord. Mais là, on a par exemple, pour les fruits, on a romain, D'accord. on a le caroubier, on a la vigne en quantité, L'Aneb. l'عنب, on a soit l'عنب, soit le zbib, l'un ou l'autre, D'accord. hein, on ne peut pas faire la différence. Mais est-ce que vous êtes capable, avec les analyses de ce que vous avez trouvé, de savoir si les éléments étaient transformés? Si c'était cuit, si c'était juste... Tu me dis de l'Aneb, tu me dis de la vigne. La Oui. vigne, ça peut être, Oui. ça peut être du raisin sec, Oui. ça peut être du raisin, ça peut être du vin, Oui. ça peut être de tout Alors, en fait. qu'on Est-ce que sait- vous êtes capable de faire la Oui, différence? ça normalement les archéobotanistes Donc, arrivent le vin à chez Bin Sommel, distinguer. ça m'étonnerait. Non. Non mais... Oui, je pense que tu as une seconde de chance pour survivre. Là, ça. c'est pas l'endroit. Mais tu as compris ma question. Oui. Si on revient sur, par exemple, l'huile d'Elgen, est-ce que c'est de l'huile qui a été chauffée, ou je sais pas, ils l'ont Alors, posé. on n'a pas de l'huile d'argan. On a les fruits, en fait, les fruits, c'est-à-dire les macros et les micro-restes de la consommation de l'arganier. D'accord. D'accord? Soit sous forme de bois, soit sous forme de fruits. Tu vois la coquille, la coque par exemple, on a des coques complètement complètes, c'est-à-dire qui ne sont pas consommées, mais qui sont carbonisées, donc ils sont utilisés comme combustible,
comme aujourd'hui d'ailleurs, où on les a aussi concassés, complètement délibérément concassés et utilisés comme combustible. D'accord. Donc ça c'est important. Et on a aussi de l'orge, on a du blé, on a du blé dur, on a du blé... Kermos, ne me dis pas qu'il n'y a pas de kermos. C'est bien sûr, il y a le kermos. Voilà. Et le kermos, Tmar. on a tmar, on a louz, non, pas louz, mais on a le gerga'. D'accord. Et donc le gerga', c'est pas la zone, donc c'est importé. On a Ramman, donc on a en quelque sorte, on peut reconstituer grâce à cette archéobotanique, on peut arriver à reconstituer le paysage de l'époque. Non, mais, Et surtout les ressources économiques Ouais. et agricoles de l'époque. mais il faut qu'on parle de protéines. Alors, Ah. je كاين شي حولي, je كاين شي choix. Eh bien, il y a de tout ça. Il y a de tout ça. Tu vas me sortir le fort de Ntsumert. Exactement. Et on a publié un article là-dessus que tu as certainement Ouais. lu sur justement les consommations archéozoologiques d'églises. Alors. Et bien évidemment, on a tout ce qu'il faut pour justement mener une vie digne d'un Sophie. Les textes nous disent qu'ils ne mangent que des végétaux, c'est-à-dire un régime herbivore, enfin végétarien essentiellement. Or, à l'église, on a des quantités d'ossements extraordinaires De quoi? qui dépassent l'entendement. Quoi, du mazi, D'accord. des On a du mazi, on a du djaj, du Haouli. poulet, on a du effectivement du le haouli, on a des vaches, on a des veaux, on a des Donc là, au Kulchi. كل شيء تكلا. Voilà. Et Avec des préférences bien évidemment, des préférences importantes, que ce soit en termes de l'âge justement des bêtes abattues ou des parties même du corps consommées majoritairement. Je peux te dire par exemple pour les chèvres, le tronc d'une chèvre est beaucoup plus préféré par exemple le cuisse ou là à la tête ou là aux pieds ou là aux jambes ou là aux bras ou là. D'accord. Ça c'est des préférences. Mais c'est une quantité énorme de chèvres, justement. Par exemple, les adultes ont préféré plutôt, on va dire, des animaux qui ont entre 24 mois, 2 ans à 4 ans max. quels animaux? Notamment, par exemple, les chèvres. D'accord. D'accord. Donc on mange beaucoup de chèvres. Ils mangent beaucoup de chèvres. Les plus préférées, c'est à peu près celles qui ont 6 mois. D'accord. Le tête. Donc, Est-ce que tu sais comment il est préparé? oui, on sait par exemple, c'est ça qui est extraordinaire, c'est on peut avoir des traces d'abattage de la viande, c'est-à-dire avec est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on casse, est-ce qu'on cherche on fait des petits morceaux. Quand vous allez dans l'Oussos encore aujourd'hui, vous n'allez pas trouver comme en ville, je veux dire dans les régions de montagne comme Iguilis par exemple, vous allez trouver que les morceaux de viande sont petits et que la viande on ne la mange pas comme ça. حنايا راه طرات لينا جينا وشرينا حنايا اللي سميتو عطينا للناس باش يطيبوا لنا وهذا. Donc ils nous mettent des morceaux de viande comme ça et comme nous on a l'habitude de mener une vie de citadin بطبيعة الحال الطاجين تندخلوا فيه نيشان الا جا طريف شي قدامك تطيروا وتتمشي وهذاك السيد تيشوف فينا بحال هكذا ما فهمتوش. واحد الوقيته هضرت معاه بالشلعه قلت ليه ياك ما تنديروش شي حاجه سميتو قال لي واش نتوما تتهرفوا على اللحم كامل تتقول لي واش سميتو. Donc pareil à Iguilis, des petits morceaux. Des petits morceaux De mazi. de mazi, de mouton, de veau et puis voilà. Deux questions. Est-ce qu'il y a du poisson? Excellente idée. Il y a 2 types de poissons. La mer est loin. Oui. Il est à Je pose la 200 km. Oui. Et la chaleur est forte. Et la chaleur est forte. Ça- Mais c'est pas pour autant qu'on va Vas-y. s'empêcher de manger du poisson. Ouais. Oh oh, شنو هو؟ de poisson marin je parle. Ah. Donc il y a le poisson marin qui est arrivé Séché. jusqu'à Église, séché. Et on le sait que c'est du poisson séché. Mais il y a aussi, tu l'as deviné, l'oued. Donc on sait qu'il y a du poisson de l'eau douce qui est consommé à Église. On a des écailles de poisson, on a des dents, on a donc les vertèbres, on a des petits pics. Est-ce qu'on peut deviner quelque chose qui s'appelle tagine? Ou la Non, tchikoulou c'est mchou? sûr. Non, non, Je non, pose non. la question Non, non, du non. fond de mon cœur. Non, non, il y a Est-ce que حطوا القميله وبداو كيخليوها Non, voilà. exactement. C'est Il y a ça, 2 types voilà. de cuisson. Il y a 2 types de cuisson. Et d'ailleurs, on a le matériel qu'il faut pour ça, matériel céramique. On a la marmite, qui est un objet fermé.
l'équivalent de la marmite aujourd'hui, profonde, avec une petite ouverture. Et ça, c'est fait pour des cuissons où il y a beaucoup de sauce et avec une chaleur énorme. Énorme. D'accord? Donc, tu mets à fond et tu laisses mijoter vraiment, véritablement, comme aujourd'hui. D'accord? Je fais bien la marmite. C'est un podcast qui est enregistré à 14h18, même Reddin. Il faut que les gens le sachent. Et il y a aussi l'autre cuisson qui est beaucoup plus tranquille. Il y a tagine. Il y a tagine. On a des tagines avec leur couvercle, etc. Ou sans couvercle d'ailleurs, qui ont existé à cette période, que tu mets sur le feu doux. Oui, c'est la basse température. Donc tu le laisses tranquillement, etc. Sur le mjmar, etc., etc. Exactement. Tu prends ton temps, etc. Donc il y a les deux types de trucs. Il y a pour la première fois au Maroc des couscoussiers. D'accord? Donc il y a la cuisson à vapeur, ça on n'en doute pas. On a des céramiques. 525. C'est ça. Et on est sûr que c'est les plus anciens. On sait très bien qu'on n'a pas de couscoussiers avant cette période. D'accord? Alors, deuxième question. Il y a une volonté, donc il y a une vie plutôt confortable, et une volonté de la maquiller en disant c'est bien ça, ce sont des assets, voilà, des assets, parce que ça va mieux avec la mythologie politique d'un mouvement qui refuse le plaisir, c'est ça? C'est ça. Et donc en vérité, la réalité c'est qu'il en fait. Exactement. Ils mangent tout, mais politiquement, ils sont bien nourris. Quand tu racontes l'histoire, tu vas dire qu'il y a le fort, qu'il y a l'eau, machin. C'est ça. Ils sont bien nourris. Et ce qui est très bien dans les toilettes, c'est que ça nous donne de l'origine alimentaire camel. Parce que tu ne peux pas trouver, par exemple, les pépins de figues comme ça dans la nature, ou carbonisés, etc. Tu ne peux pas. C'est des petits machins. Mais une fois minéralisés grâce justement aux fosses septiques, c'est extraordinaire de trouver même la matière fécale de l'époque almohade chez Rami à Éguilise. D'accord? On a la matière fécale médiévale. Almohade. Exactement. Tu sais, vas-y. Et ça? C'est un peu direct, mais c'est comme ça. L'archéologie a ses surprises. Et même, je peux te dire, pour rigoler un peu, dans la fosse septique, Seyid, quand il a fait ses besoins, il a perdu quelques sous. Parce que c'est ça. D'accord? Écoute, chauffe, Abdullah Fili, quand on a commencé à faire des podcasts histoire, on n'a jamais cru qu'on allait arriver à la matière fécale almohade. Donc je pense que maintenant qu'on y est arrivé, il est temps de mettre fin à cet enregistrement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Te remercier de nous avoir empêtrés dans ce pétrin qui, aux yeux des gens, va nous coûter très cher au niveau de la crédibilité. Je te remercie. Le podcast Hachek. Et donc super podcast et on ne peut pas le terminer sans rappeler une chose importante qui est la distinction que vous avez valu ce travail. Décris-nous ça. Oui, effectivement, tout en remémorant, on va dire, le travail des débuts, la découverte d'Église avec toutes les difficultés que j'ai signalées, les difficultés positives et tout ça. Tu sais, quand le destin s'acharne parfois, tu as plus la capacité de défier, on va dire, les écueils. Et donc voilà, on est parti de rien, en quelque sorte, en tout cas de notre engagement personnel, de nos moyens personnels pour découvrir le site, mais qui a été au fil du temps avec un engagement de toute une équipe, des institutions à nos côtés, le ministère de la Culture, l'INSAP, la Direction du patrimoine culturel, les institutions françaises, la Sorbonne, le ministère des Affaires étrangères français, la Casa de Velasquez à Madrid, les chercheurs, notamment Jean-Pierre Van Stevel. Exactement, pour faire le programme. Tout le monde a mis la main. Jean-Pierre Van Stevel, Ahmed Tahiri de l'INSAP, un tas d'étudiants. Nous avons créé, par le biais de ce programme d'Église, l'une des plus grandes écoles de formation d'archéologues médiévistes marocains. Nous avons mobilisé des techniques pour la première fois au Maroc, l'utilisation de drones, le MNT, c'est-à-dire la capacité de mobiliser des technologies les plus innovantes, l'archéobotanique, l'archéozoologie. Nous avons formé des étudiants pour la première fois au Maroc dans ces disciplines. Et ça continue. Et ça nous a valu le prix, justement le plus grand prix d'archéologie, le prix d'Île-du-Cas. Le Ballon d'Or. En 2015. Et pas uniquement, puisqu'on a en 2020 également gagné le prix Clio à Paris.
À cause des pneus de la voiture. Voilà. Les matlaats. Le destin a fait que effectivement, a fait qu'on a commencé par une Clio, et on a fini par gagner le prix Clio. Et voilà, je tiens à remercier toutes ces institutions, toutes ces personnes, les habitants. Nous avons créé une harmonie extraordinaire avec les habitants et nous avons participé à la mise en valeur du site avec la création d'un circuit de visite, la mise en place, la construction d'une maison d'archéologie dans un village complètement reculé qui est un site majeur de l'histoire du Maroc. Mais on a maintenant un lieu de travail pour les étudiants, etc. Nous avons, grâce à l'engagement de la région Souss-Massa, en quelque sorte viabilisé la route jusqu'au site. Donc, c'est un long chemin nous célébrons le 20e anniversaire de la découverte d'Iquilis, mais le travail qui a été fait, et pour être modeste, et je laisse le jugement aux autres, est vraiment pour les habitants, et je pense c'est comme ça qu'il faut prendre l'archéologie. Il faut que scientifiquement soit exaltant pour nous en tant que chercheurs, mais il faut qu'il participe au développement local, qu'il rapporte quelque chose aux habitants. Et nous avons sur place maintenant 4 gardiens qui veillent sur le site, dont quelques-uns qui ont participé à sa destruction au départ. Donc l'été exactement. Et surtout, ceux qui étaient à la recherche des trésors, etc., ils travaillent maintenant, ils ont un revenu mensuel, ils reçoivent des touristes, etc. Et voilà, c'est une aventure. C'est une aventure qui était magnifiquement racontée, une aventure dans laquelle on a parlé de puces, de fausses sceptiques, de pneus, de dents écartées de Ben Sommert, de bataille avec les Allemands ravides. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.